vais vous inviter, Monsieur le Ministre, cher Clément Beaune, à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Sébastien, cher Ingrid Maréchal, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je salue le sénateur Philippe Tabarot, que je vois ici au premier rang, Monsieur le Vice-président de Région, cher Jean-Pierre Cérus, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général d'Île-de-France Mobilité, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux, moi aussi, de vous retrouver pour la deuxième année dans ce décor presque exotique et chaleureux, et pour évoquer très concrètement et très directement, car c'est notre façon de travailler depuis maintenant 15 mois, la manière la plus précise, la plus honnête, la plus sincère qui soit. J'ai essayé de régler un certain nombre de difficultés ou de problèmes que vous m'avez régulièrement signalés au nom de la profession, au nom du transport routier d'ailleurs de manière générale, car je dois dire que vous travaillez aussi extrêmement bien avec les autres fédérations professionnelles, y compris du transport de marchandises, et avec les organisations syndicales. Et je veux saluer cet esprit collectif de responsabilité. Je n'ai pas tout réglé dans ces 15 mois, parce que je voulais qu'il en reste pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous et qui est marquée par la réunion d'aujourd'hui. Mais je sais, au-delà de l'humour qui nous réunit aussi régulièrement, qu'il y a de vrais problèmes qui demeurent autour des grandes problématiques que vous avez rappelées et qui nous occupent réunion après réunion, mais avec des avancées certaines, depuis maintenant plusieurs mois. Alors, je vais m'appuyer sur les sujets que vous avez soulevés, les travaux que vous avez conduits ce matin, et vous conduirez notamment sur la question écologique cet après-midi. Je le dis et je le redis à chaque occasion, nous avons aussi traversé ces 15 derniers mois, et vous ne m'avez pas attendu malheureusement pour cela, un certain nombre de crises qui, si elles ne sont pas toujours dans le secteur à l'origine, concerne toujours le secteur du transport et du transport de voyageurs en particulier, parce que vous êtes le reflet de ce que vit et parfois subit notre société en matière de sécurité, de tensions de recrutement, d'ambition écologique, de crises inattendues, celle des carburants par exemple, les effets du contexte géopolitique sur les coûts de l'énergie. À chaque fois, et je n'égrènerai pas toutes vos réponses et toutes nos réponses que nous avons essayé d'apporter avec les collectivités locales du côté de l'État depuis plusieurs mois, nous avons été, je crois, en tout cas au rendez-vous et responsables pour trouver des solutions. Vous parliez à juste titre des tensions de recrutement, de l'attractivité des métiers, et je veux prendre comme exemple sur ce sujet, et il le déborde en partie, la question des transports scolaires, parce que vous en êtes les responsables sous l'autorité des régions. Et c'est un bon exemple, je crois, de la méthode de travail que nous avons su installer. Et je veux vous remercier pour, là aussi, parce qu'elles sont partagées, les progrès, les avancées qui ont été faites ces derniers mois. Nous nous sommes vus il y a maintenant un peu plus d'un an, à la précédente rentrée scolaire en 2022. Nous avons décidé, non pas pour le plaisir de faire des plans ou de faire des réunions, mais d'avoir un plan opérationnel le plus concret possible. Vous avez listé un certain nombre de mesures, certaines ont progressé. Je veux dire aussi qu'avec les régions, il y a eu une amélioration très sensible du nombre d'emplois, enfin une réduction très sensible du nombre d'emplois vacants à la rentrée 2023. Ça ne s'est pas fait par une opération miraculeuse, mais parce qu'il y a une mobilisation, bien sûr, des collectivités publiques, mais aussi de la profession. Et nous avons réduit de 25%, c'est à la fois beaucoup et très insuffisant, les vacances de poste entre la rentrée 2022 et la rentrée 2023. Je le dis parce que c'est un bon exemple des choses qui ont progressé, y compris de notre côté, en faisant travailler ensemble. Ce n'est pas toujours le cas, vous le savez, des administrations différentes, et vous n'avez pas à subir ces difficultés internes, que nous avons fait des progrès sur des sujets sensibles, comme la question de la délivrance des titres, mais nous avons aussi objectivé, caractérisé les difficultés qui demeurent. Et je vais aller droit au but, c'est aujourd'hui sans doute le sujet le plus difficile, parce que les procédures sont complexes, sont longues, sont trop longues, sont successives, et que parfois on se retrouve, pour ceux qui connaissent la grande littérature, dans les 12 travaux d'Astérix, où on vous dit qu'après avoir obtenu un document, il faut aller au document suivant et au guichet suivant. Et je le dis en tant que fonctionnaire de profession, j'ai beaucoup de respect personnel pour nos services publics et pour mes propres services qui sont représentés ici, qui font beaucoup pour améliorer les choses, mais c'est encore trop long, et c'est encore insoutenablement long, soyons très clairs. Alors je ne veux pas simplement nommer les choses, il faut qu'on fasse des progrès et qu'on accélère ces progrès. Nous avons pu avoir les chiffres, enfin, sur les vrais délais
puisque vous me disiez à juste titre, c'est long, c'est trop long. Bon, on sait maintenant qu'il y a une moyenne, vous l'avez dit, de 2 mois et demi, mais qu'il y a des endroits où c'est parfois proche d'1 an. Bon, 9 mois et demi, on n'est pas si loin. Bon. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Ça veut dire aussi qu'à cadre donné, puisque dans certains endroits, certaines préfectures notamment, dans certains services, on est capable d'aller beaucoup plus vite que dans d'autres, c'est que même avec les procédures existantes, on doit pouvoir faire mieux. Et je le dis pour qu'on soit efficace, pas pour qu'on stigmatise, signalez-nous à chaque fois, c'est aussi votre remontée de terrain, les cas, les endroits où il y a des difficultés de délai systématiques. On peut faire mieux sans changer des règles ou des procédures vite. Et c'est aussi le boulot que nous menons avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre du Travail, pour que nos différents services partout sur le territoire soient les plus efficaces possibles. Je maintiens en effet que, vous l'avez dit avec un mélange doux-amer, Monsieur le Président, que la solution du guichet unique est ce vers quoi nous devons tendre. Alors je le sais, ça pourrait être vu comme une manœuvre dilatoire. Ça prendra du temps. On n'a pas encore complètement lancé les travaux techniques. Pour être franc, j'en suis impatient moi-même. Nous allons le faire. Et je suis convaincu que c'est la seule solution qui, de manière durable, vous évitera justement d'aller au guichet B2, puis au guichet A3, puis revenir à l'étage du dessous, puis redemander un document, et que c'est comme ça qu'on cumule nos délais, et que c'est incompréhensible et insupportable. Bon. Donc il faudra aller vers le guichet unique. Mais nous devons avoir des améliorations de court terme qui sont importantes. Je vous le dis aujourd'hui, nous avons 2 textes qui sont importants. Pas pour le plaisir des arrêtés ou des décrets, mais c'est comme ça aussi qu'on fait bouger nos procédures. Il y aura dans quelques jours un arrêté qui permettra d'accélérer les délais de saisie des résultats aux examens par les centres de formation pour créer une obligation d'accompagnement systématique et que les centres fassent les démarches pour les stagiaires qui accélèrent ainsi la délivrance des titres. Nous ferons la même chose du côté de l'ANTS avec une obligation d'envoi du parchemin sur le site de l'ANTS, en supprimant cette obligation, pour qu'on réduise là aussi les délais. Tout ce qu'on peut faire dans la chaîne pour supprimer des délais inutiles à court terme, nous le ferons. Est-ce qu'il faut donner suite à votre demande, que je sais attendue et répétée, d'autorisation temporaire, d'attestation provisoire? Je n'y suis pas du tout fermé, vous le savez, ce sont les discussions que nous menons en interministériel. Je suis prêt, je le dis devant vous, à rouvrir ce sujet dans les tout prochains jours pour qu'on rajoute cet outil dans notre panoplie. Mais je le dis aussi, il faudra qu'on mette la pression sur l'ensemble des services partout sur le territoire. Nous avons objectivé ces délais, qu'on lève ces petits verrous qu'on peut lever à court terme et qu'on ne lâche pas néanmoins le travail structurel pour avoir à terme un guichet unique. Il n'y a aucune raison, honnêtement, qu'on ne soit pas capable, dans notre pays qui a réussi à moderniser et à digitaliser son administration, d'avoir cette capacité à vous donner une procédure, un seul délai et une réponse rapide. Donc nous le ferons et nous avancerons encore sur ce sujet. Je commence par celui-ci parce que je sais que c'est celui qui exaspère, qui empoisonne et qui, dans une période, tant mieux, où on se bat plutôt pour fidéliser et recruter. C'est mieux que des pénuries, néanmoins, mais c'est que ça pose d'autres difficultés. On n'a pas le droit de laisser partir des jeunes qui s'engagent dans la profession. Sur le congé de fin d'activité, je vous remercie de votre reconnaissance. Elle est mutuelle, puisque ça a été un travail exemplaire. Je parlais de dialogue social, des professionnels, des syndicats et de l'État. Excusez du peu, je le dis devant vous, monsieur le sénateur Tabarot, qui aurait à connaître en particulier du budget des transports dans peu de temps. C'est 150 millions d'euros par an que l'État consacre à ce dispositif d'attractivité au moins jusqu'en 2030. Dans la période que nous connaissons, je crois que c'est une preuve d'amour concrète, mais indispensable, et qui a permis aussi d'avoir un vrai dialogue social au moment de la réforme des retraites et d'assurer la continuité d'un service. Je veux vous en remercier aussi. Nous avons les modalités à définir. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'on soit paradoxaux et contradictoires. Nous cherchons à ce que le pays travaille davantage dans de bonnes conditions. C'est le sens assumé de la réforme des retraites qui fut difficile et courageusement, je crois, menée. Nous avons besoin de cet instrument d'attractivité, mais il ne doit pas pousser vers la sortie des conducteurs qui pourraient ou qui voudraient rester dans la profession au moment où on cherche le maximum de compétences et le maximum de conducteurs. Et donc, dans les modalités, il faut qu'on garde cette attractivité de la profession qui consiste, à chaque fois qu'on le peut, en travaillant aussi sur les conditions de travail dans les deuxièmes parties de carrière, à améliorer les choses. Je le dis aussi en reprenant l'exemple du transport scolaire, c'est un travail collectif. Je regarde le vice-président Cérus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais toutes les régions à travers vous, monsieur le vice-président. C'est aussi la question, par exemple sur le transport scolaire donc, de l'aménagement des horaires pour qu'on rende tous ces métiers plus attractifs. On sait qu'on a des chantiers sur les conditions de travail qui ne sont pas que salariaux dans la période d'après-Covid que nous connaissons. Je veux évidemment évoquer avec vous la question écologique. D'abord pour saluer
et non pas stigmatiser, pour saluer l'engagement de la profession de longue date. Car au-delà de la feuille de route sur laquelle vous avez très concrètement travaillé, je vous en remercie, et toute la profession routière, c'est un engagement de longue date qui est porté par la profession, par beaucoup d'entreprises. J'ai pu m'en apercevoir sur le terrain. Donc ce n'est pas un sujet nouveau qui vous est imposé ou que vous découvrez. Le transport, je le dis souvent, c'est 30% de nos émissions totales de gaz à effet de serre dans le pays, et c'est vrai partout en Europe. C'est 30% de la facture énergétique de notre pays. Ça doit donc être au moins 30% de nos efforts pour la solution. Et le transport lourd, les véhicules lourds, c'est un quart du total des émissions du secteur des transports. C'est dire qu'on a là, vous avez entre les mains, nous avons entre les mains, une part importante de la solution. Cela ne justifie pas qu'on oublie le pragmatisme, la proportionnalité et le sens de l'efficacité. Et donc je le dis, même si je sais que c'est parfois un sujet de débat, oui, la direction sera celle de l'électrification progressive des flottes. Et c'est plus vrai aujourd'hui que ça n'était vrai il y a 2 ou 3 ans, parce qu'on sait aujourd'hui que pour les bus, les camions, les cars, nous aurons des solutions de motorisation électrique de plus en plus compétitives, et en plus, car c'est important, souveraines, dans le sens où nous avons une industrie qui produit ces motorisations en France et en Europe avec de grands sites industriels. C'est une chance. Mais on ne va pas revirer brutalement, alors même que collectivités publiques, États, régions et d'autres, nous vous avons incité, pour des raisons écologiques, à passer au biogaz, par exemple, et à développer, vous les avez bien nommés, ces énergies de transition. Donc il faut trouver la juste progression, parce que quand on a fait des investissements, c'est vrai pour les collectivités, en particulier dans des flottes importantes, on ne peut pas changer de bon de commande et de stratégie à mi-parcours ou en début de parcours, il faut le prendre en compte, et parce que les énergies de transition ont un coût plus élevé que les énergies initiales, fossiles, souvent, mais un peu inférieur aujourd'hui à la motorisation électrique, qu'on doit accompagner aussi par des appels à projets. Vous savez mon engagement pour ce faire, y compris dans le budget 2024, où nous aurons des engagements importants d'accompagnement à ces acquisitions électriques. Donc il faut le faire sérieusement, considérer que l'électrification est la direction à prendre, mais le faire aussi avec le bon rythme pour ne pas, paradoxalement, casser un effort de transition écologique qui est engagé et qui a suscité de très nombreux investissements et de la profession et des collectivités locales. Et nous défendons, vous connaissez mon engagement européen, cet équilibre, je l'assume pleinement, dans les discussions européennes aujourd'hui, parce qu'avoir une date qui serait trop proche, 2030 pour ne pas la nommer, d'ailleurs plus exigeante que pour les véhicules individuels, ce qui serait un peu paradoxal, ça n'est pas faire preuve d'une ambition écologique plus grande, c'est risquer de casser la dynamique écologique au sein d'une profession qui représente un tel effort de transformation dans notre transition écologique collective. Donc vous me trouverez à vos côtés pour porter cette ambition forte, parce qu'il ne faut pas lâcher la trajectoire, assumer l'électrification, mais le faire au bon rythme avec les bons soutiens. Le rétrofit est un des outils essentiels de cette transition écologique. Vous faites partie de ceux qui m'ont alerté sur l'importance du rétrofit et la complexité, comme d'ailleurs beaucoup de parlementaires et de collectivités locales, la complexité de notre cadre juridique aujourd'hui. Je ne vais pas moi-même le complexifier, mais néanmoins, je vous l'annonce, nous avons pris il y a quelques jours 3 arrêtés qui sont très importants et qui ont pour but commun de faciliter l'accès au rétrofit. Je prends un seul exemple puisque vous l'avez mentionné, il est très important. Nous avons rendu dans le projet de loi de finances, tel qu'il est actuellement en discussion, mais je ne doute pas de la sagesse du Sénat sur ce point, nous avons décidé de rendre éligibles au suramortissement les véhicules qui ont fait l'objet d'un rétrofit. Alors qu'aujourd'hui, le suramortissement, on le sait, n'était éligible qu'aux poids lourds et aux véhicules utilitaires qui étaient acquis neufs. Donc le rétrofit est une des solutions essentielles de la décarbonation, on le démontre concrètement. La transition écologique, elle passe par essence, si je puis dire, par vos activités, parce que c'est du transport collectif. Et c'est parfois, sans certaines activités, une alternative à la voiture individuelle aussi. Et donc, par nature, j'y insiste, votre activité est une réponse aux défis écologiques. C'est la raison pour laquelle nous investissons massivement, pour le transport de voyageurs en général, dans les transports en commun, les réseaux express métropolitains. Je vous quitterai dans quelques minutes pour aller d'ailleurs à l'Assemblée nationale, dans quelques semaines au Sénat, pour, je l'espère, un vote définitif de la loi sur les services express régionaux métropolitains, pour répondre là aussi très directement à votre question et à votre interpellation. Oui, nous avons intégré, je remercie le président de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Zulesi, le sénateur Tabarot et ses collègues au Sénat, nous incluons dans les services express régionaux métropolitains les cars express en particulier.
je le dis devant le représentant cher Laurent Probst, Île-de-France Mobilité, la région, comme beaucoup d'autres, ici est en train de se doter de réseaux de cars express. C'est une nécessité absolue, c'est une réponse concrète et complémentaire évidemment du ferroviaire à la transition écologique, au développement des transports collectifs, au développement des transports publics. Et vous le savez, j'ai initié il y a quelques jours le travail avec la profession, avec les collectivités, Région de France, le Gard, France Urbaine, beaucoup d'opérateurs, pour que nous ayons un plan sur les cars express au tout début de l'année 2024. Le rapport du président François Durovray nous éclaire sur ce sujet, commence à s'appliquer en Île-de-France, beaucoup de régions y travaillent aussi, mais je crois que l'État doit donner une impulsion, un signal à travers les services express régionaux métropolitains, mais aussi par des dispositifs financiers et réglementaires d'accompagnement, pour que nous assumions que les cars express sont une solution collective et écologique. J'étais jeune conseiller d'un jeune ministre qui s'appelait Emmanuel Macron à Bercy il y a quelques années, lorsque, avec difficulté et courage, nous avons porté la réforme dite aujourd'hui des cars Macron, ce qui montre bien qu'elle doit susciter un certain intérêt, un certain enthousiasme. Je tiens beaucoup à ce pragmatisme et ce plan, si vous me permettez de le présenter ainsi, vous ne le direz pas au président de la République, sera une forme de prolongement, le plan Macron 2, pour les cars express dans les mois qui viennent. C'est essentiel et c'est une solution écologique. À cet égard, sans me substituer aux collectivités locales, y compris à la ville de Paris qui nous accueille d'une certaine façon aujourd'hui, je le dis, la décision prise sur la gare de Paris-Bercy est une décision incompréhensible, au moins par la méthode, qui est brutale, qui est non concertée, qui est non réfléchie. Et dans le plan Car Express sur lequel nous travaillons, il faut que nous ayons un investissement commun, État et collectivité, sur les gares routières. Les gares routières, ce n'est pas une blessure ou une salissure dans les villes que nous devrions repousser en dehors des centres-villes le plus possible. C'est une solution de déplacement. Il vaut mieux les rénover, investir, en faire des pôles multimodaux, plutôt qu'essayer, non pas de régler le problème, mais de rejeter le problème, la ville de Paris en est parfois coutumière, à l'extérieur du périphérique ou des frontières de la ville. C'est la raison pour laquelle, en tant que ministre des Transports, j'ai décidé de saisir l'autorité de régulation des transports pour qu'elle puisse nous éclairer sur cette situation qui n'est pas compréhensible. Je veux finir par un événement qui sera un événement d'espoir et d'engagement collectif. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les Jeux Olympiques et Paralympiques concernent de multiples activités. Ils concernent très directement votre profession. J'ai le souvenir, vous étiez à mes côtés, cher Jean-Sébastien, d'une visite de l'entreprise Grisel à la fin du mois d'août où nous faisions le point, cher Ingrid Maréchal, sur les transports scolaires et la mobilisation exceptionnelle de la profession où plusieurs personnes qui n'étaient pas en responsabilité de conduite se sont mobilisées, sont revenues pour répondre justement aux vacances de poste. Mais beaucoup ont dit, on sera des volontaires aussi pour les services de navettes, pour les autocars dans le cadre des Olympiques et Paralympiques. Monsieur le directeur général d'Île-de-France Mobilité, vous savez à quel point nous aurons besoin, en complément de nos transports ferroviaires publics, de navettes, de bus, de cars pendant cette période, des conducteurs qui seront mobilisés, de certains volontaires qui, dans toutes vos entreprises, seront mobilisés. Et j'étais honnêtement surpris et rassuré, en discutant avec beaucoup de chauffeurs, de constater que eux-mêmes disaient « on est content de rester pour les Olympiques et Paralympiques ». Alors il faut des bonnes conditions de travail, je vous le dis en tant qu'employeur, il faut des conditions sociales protectrices. Mais c'est un événement qui ne revient que tous les 100 ans, qui sera une fierté pour notre pays, et je le dis aussi pour nos réseaux de transport, nos services de transport en général, sera l'occasion de démontrer un engagement et un savoir-faire français, social et écologique. Et donc je compte aussi beaucoup sur cet événement pour que nous montrions notre savoir-faire, notre mobilisation, et nous ayons en héritage un certain nombre d'améliorations. Vous avez cité la question de la sécurité, la loi olympique de manière pragmatique, sur la question notamment de la vérification des vacataires et des personnels intérimaires, est essentielle. Nous tirerons les leçons de cette loi olympique, c'est son sens. Elle est une loi d'expérimentation d'une certaine façon à l'occasion d'un grand événement international, de nouvelles pratiques, y compris en termes de sécurité. Ces vérifications entraînent une surcharge de travail importante pour nos services au sein du ministère de l'Intérieur tout particulièrement. Donc je ne veux pas préjuger du résultat de cette expérimentation, mais avec le ministre de l'Intérieur, nous serons très engagés pour suivre les résultats de cette pratique nouvelle instaurée à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques par la loi olympique. Et là aussi, je le dis, au-delà de la vitrine que représentent ces Jeux, ils vont faire évoluer des pratiques. Ils vont accélérer les transformations, y compris écologiques. Et donc, ce n'est pas simplement un événement parisien, francilien ou anodin. C'est une véritable mobilisation nationale. Et votre profession sera, là encore,
non pas au cœur d'une crise, mais au cœur d'une réussite française que je crois exemplaire et attendue. Alors pour tout cela, je veux sincèrement vous remercier, être parfaitement lucide et conscient que nous avons encore du pain sur la planche, du côté de l'État notamment, pour améliorer des procédures, supprimer des lenteurs. Vous me trouverez à vos côtés pour mener ce combat que je sais difficile. Donc je prends des engagements forts, sans faire d'effets d'annonce qui seraient inconsistants. Mais jour après jour, nous améliorerons ces délais, nous les réduirons et nous ferons en sorte que votre vie soit plus simple parce que vous battez tous les jours pour que celle des élèves, des voyageurs, des usagers soit plus facile et plus agréable. Merci pour tout cela.